Imagine un instant que tu regardes ton téléphone, il est posé là, silencieux sur la table, et quelque part au fond de toi, tu penses à quelqu'un. Peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Peut-être quelqu'un avec qui tu as eu une dispute, ou simplement quelqu'un qui occupe tes pensées sans que tu saches vraiment pourquoi. Et puis, quelques minutes plus tard, ton téléphone sonne, et c'est lui ou elle. Et tu te demandes, stupéfait, comment c'est possible? Ce moment-là, beaucoup d'entre nous l'ont vécu. Et ce moment-là, il dit quelque chose de très profond sur nous, sur notre façon de nous connecter aux autres. Sur ce que nous portons à l'intérieur, sur ce que nous attirons dans notre vie parfois sans même le savoir. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble ce territoire fascinant. Ce territoire qui s'est situé à la frontière entre la psychologie, la conscience de soi et ce que certains appellent la loi de l'attraction. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce sujet peut sembler un peu mystérieux, peut-être même un peu suspect, et je comprends cette réserve, je la respecte, parce que nous sommes des êtres rationnels et nous avons besoin de comprendre les choses pour pouvoir les accepter. Mais voilà ce que je te propose aujourd'hui, pas de magie, pas de promesses impossibles. Juste une invitation à regarder de plus près ce qui se passe en toi quand tu penses à quelqu'un avec une intention sincère, quand tu te mets dans un état intérieur particulier, quand tu changes ta façon de te percevoir toi-même et de percevoir le monde autour de toi. Parce que ce que révèle ce phénomène, ce n'est pas quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose de profondément humain. C'est le reflet de ton état intérieur, de ta disponibilité émotionnelle, de ta cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu projettes vers le monde. Et pendant cette heure que nous allons passer ensemble, je voudrais t'accompagner dans cette exploration. Pas comme un gourou, pas comme quelqu'un qui prétend avoir toutes les réponses, mais comme quelqu'un qui a passé de nombreuses années à observer les êtres humains, à les écouter, à essayer de comprendre ce qui fait que certaines personnes semblent vivre en harmonie avec leur existence et d'autres semblent constamment lutter contre elle. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration et laisse-toi aller dans cette conversation. Parce que ce que nous allons explorer ensemble pourrait bien changer quelque chose dans ta façon de te voir toi-même. Commençons par le commencement, par cette question simple et pourtant si complexe. Pourquoi est-ce que certaines personnes semblent attirer ce qu'elles désirent et d'autres pas? J'ai rencontré au cours de ma pratique clinique des dizaines, des centaines de personnes qui me posaient cette question d'une façon ou d'une autre, parfois directement, parfois à travers d'autres mots. Une femme que j'appellerais Isabelle, à quarantaine, venue me consulter pour une dépression légère, m'a dit un jour quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle m'a dit « Je ne comprends pas, je fais tout bien ». Je travaille dur, je suis gentille avec les gens. Et pourtant, j'ai l'impression que la vie me résiste, que tout ce que je veux s'éloigne au moment où j'essaye de l'atteindre. Et en l'écoutant, j'ai pensé à quelque chose de très important. Ce n'est pas ce qu'elle faisait qui posait problème, c'est l'état intérieur depuis lequel elle le faisait. Elle agissait depuis un lieu de manque, depuis un lieu de peur, depuis la conviction profonde, souvent inconsciente, et qu'elle ne méritait pas vraiment ce qu'elle désirait. Et c'est là que tout commence, vraiment. Tout commence là. La loi de l'attraction, dans sa version la plus populaire, nous dit que nos pensées créent notre réalité. Que si tu penses positivement, tu attireras des choses positives. Et si tu penses négativement, tu attireras des choses négatives. C'est une formule simple, presque trop simple, et c'est pour ça qu'elle est à la fois très séduisante et très réductrice. La réalité psychologique est beaucoup plus nuancée et beaucoup plus intéressante. Ce qui influence vraiment notre réalité, ce ne sont pas seulement nos pensées conscientes, ce sont nos croyances profondes. Ce sont nos schémas émotionnels, ce sont les histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes depuis l'enfance. Ce sont les blessures que nous portons et que nous n'avons pas encore regardées en face. Quand Isabelle essayait d'attirer l'amour dans sa vie, par exemple, elle le faisait avec une énergie de désespoir, une énergie qui disait sans qu'elle s'en rende compte « j'ai besoin de toi pour être entière ». Et cette énergie-là, les autres la sentent, pas forcément de façon consciente, mais ils la sentent. Et souvent, elle crée l'effet inverse de celui désiré. Elle repousse plutôt qu'elle n'attire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la première étape de tout changement, la vraie première étape, ce n'est pas de changer ce que tu fais, c'est de changer l'état depuis lequel tu le fais. Et pour changer cet état, il faut d'abord le connaître. Il faut être capable de se regarder avec honnêteté et avec bienveillance. Ces deux choses ensemble, pas l'une sans l'autre. Parce que l'honnêteté sans bienveillance devient de la cruauté envers soi-même. Et la bienveillance sans honnêteté devient de l'aveuglement. Je voudrais maintenant te parler d'un concept que j'aime beaucoup.
Un concept que j'appelle la cohérence intérieure. Et je pense que c'est l'un des éléments les plus importants pour comprendre comment nous attirons ce que nous attirons dans notre vie. La cohérence intérieure, c'est l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. C'est quand tes pensées, tes émotions et tes actions parlent le même langage. Quand il n'y a pas de contradiction entre eux, la plupart du temps, nous vivons dans une forme d'incohérence intérieure. Nous disons que nous voulons quelque chose, mais nous ressentons quelque chose de différent. Nous disons que nous croyons en nous, mais au fond, nous sommes rongés par le doute. Nous disons que nous sommes prêts pour quelque chose de nouveau, mais nos comportements répètent les mêmes schémas anciens. Et cette incohérence, elle se communique et elle se transmet, pas par les mots, mais par quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant, par notre énergie, par notre présence. Par la façon dont nous entrons dans une pièce, dont nous regardons les gens dans les yeux, dont nous parlons de nous-mêmes, pense à quelqu'un que tu connais qui a une grande confiance en lui. Pas de l'arrogance, attention. La confiance en soi et l'arrogance sont deux choses très différentes. Je parle d'une confiance tranquille, sereine. D'une personne qui semble à l'aise dans sa peau, qui n'a pas besoin de s'éprouver quelque chose, qui est simplement là, présente, ouverte. Est-ce que tu vois cette personne? Est-ce que tu la sens? Maintenant, remarque comment les autres réagissent à cette personne, comment ils sont attirés vers elle, comment les conversations viennent naturellement, comment les opportunités semblent se présenter à elle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence intérieure qui se manifeste dans le monde extérieur. Et maintenant, pense à l'inverse. Pense à quelqu'un qui est constamment dans le besoin, dans la demande, dans l'attente que les autres le valident, le rassurent, le complétant. Cette personne aussi communique quelque chose. Et ce qu'elle communiquait crée souvent des dynamiques difficiles, des relations déséquilibrées, des situations où ce qu'elle cherche s'éloigne au lieu de se rapprocher. Je ne dis pas ça pour rouger. Je dis parce que nous avons tous été cette personne à un moment ou à un autre. Nous avons tous connu ces périodes où nous cherchions désespérément quelque chose à l'extérieur de nous pour combler quelque chose à l'intérieur. Et la bonne nouvelle, c'est que cette cohérence intérieure, ça se travaille, ça se cultive, ça se développe. Et c'est exactement ce dont je veux te parler aujourd'hui. Si ce contenu t'aide à réfléchir, si tu te reconnais dans ce que je dis, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide beaucoup à continuer ce travail. Revenons maintenant à cette image du téléphone, à cette expérience que beaucoup d'entre nous ont vécue. Tu penses à quelqu'un et il appelle ou elle appelle. Que se passe-t-il vraiment dans ces moments-là ? Il y a plusieurs niveaux d'explication possibles et je pense qu'il est important de les explorer tous sans en rejeter aucun trop vite. Le premier niveau, c'est le niveau statistique. Nous pensons à beaucoup de personnes au cours d'une journée, des dizaines, peut-être des centaines de fois. Et parfois, par simple coïncidence, l'une de ces personnes appelle dans les minutes qui suivent. Notre cerveau, qui est un formidable détecteur de patterns, va retenir ce moment et oublier les centaines d'autres fois où il a pensé à quelqu'un sans que cette personne n'appelle. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Nous remarquons ce qui confirme nos croyances et nous ignorons ce qui les infirme. C'est une explication valide et honnête. Je ne vais pas te dire que ce n'est pas vrai parce que c'est vrai. Mais il y a un deuxième niveau, un niveau plus intéressant, je trouve, et qui a à voir avec quelque chose que les psychologues appellent la synchronicité. Carl Gustav Jung, ce grand psychiatre suisse, a introduit ce concept de synchronicité pour décrire ces coïncidences significatives qui ne semblent pas avoir de lien causal, mais qui ont un sens profond pour celui qui les vit. Jung pensait que certains événements extérieurs pouvaient entrer en résonance avec notre état intérieur d'une façon qui dépasse la simple coïncidence. Je ne suis pas en train de te dire que tes pensées envoient des ondes mystiques dans l'univers qui font sonner le téléphone de quelqu'un d'autre. Ce serait trop simple et probablement faux. Mais je pense qu'il y a quelque chose de réel dans l'idée que notre état intérieur influence notre perception, notre comportement et peut-être même nos interactions avec les autres de façon que nous ne comprenons pas encore et complètement. Et il y a un troisième niveau, un niveau très concret, très psychologique, qui a à voir avec nos comportements inconscients. Quand tu penses intensément à quelqu'un, quelque chose change dans ton comportement. Peut-être que tu regardes ton téléphone plus souvent, peut-être que tu es plus disponible émotionnellement. Peut-être que tu envoies, sans même t'en rendre compte, des signaux subtils à cette personne. Un post sur les réseaux sociaux, un like sur une vieille photo, une façon de parler de cette personne à des amis communes, et cette personne, de son côté, reçoit ces signaux. Et peut-être que ces signaux lui donnent envie de t'appeler, sans qu'elle sache exactement pourquoi. Elle pense juste que ça lui a traversé l'esprit.
Mais en réalité, tu as créé les conditions pour que cette pensée lui traverse l'esprit. C'est fascinant, non? Nous sommes beaucoup plus connectés les uns aux autres que nous ne le croyons. Et nous influençons beaucoup plus notre environnement que nous ne le pensons. Mais voilà ce qui m'intéresse le plus dans tout ça. Ce n'est pas tellement de savoir si la loi de l'attraction fonctionne ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ce phénomène révèle de toi, de ta façon d'être dans le monde, de ce que tu portes à l'intérieur. Parce que quand tu penses à quelqu'un avec une intention sincère, avec une énergie ouverte et bienveillante, sans attente, sans désespoir, sans peur, quelque chose de très particulier se passe. Tu entres dans un état de présence, un état de connexion, un état où tu es pleinement là, pleinement toi-même, et c'est cet état-là qui est magique, pas dans le sens surnaturel du terme. Magique dans le sens où il transforme quelque chose en toi et autour de toi. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose que j'appelle le paradoxe du désir. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes à comprendre si tu veux vraiment changer quelque chose dans ta vie. Le paradoxe du désir, c'est ceci. Plus tu veux quelque chose avec désespoir, plus tu t'en éloignes. Et plus tu arrives à désirer quelque chose avec légèreté, avec confiance, avec la conviction que tu sais bien que ça arrive ou pas, plus ça a tendance à venir vers toi. Je sais que ça semble contre-intuitif. Et je sais que certains d'entre vous pensaient en ce moment, mais c'est facile à dire. Quand on souffre vraiment, quand on veut vraiment quelque chose, comment est-ce qu'on peut désirer avec légèreté ? C'est une excellente question et c'est là que le vrai travail commence parce que cette légèreté-là, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de se dire « peu importe, de toute façon ça ne marchera pas ». Ce n'est pas du cynisme, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est une forme de confiance fondamentale en la vie. Une confiance qui dit « je désire ceci de tout mon cœur et en même temps je suis capable de m'appuyer sur quelque chose en moi qui ne dépend pas de l'obtention de ce désir ». C'est ce que les philosophes bouddhistes appellent le non-attachement et ce que les psychologues modernes appellent parfois la sécurité intérieure. Un homme que j'appellerai Thomas m'a consulté il y a quelques années. Il était célibataire depuis longtemps et il voulait désespérément trouver une relation amoureuse. Chaque rendez-vous galant se transformait en catastrophe. Les femmes le trouvaient trop intense, trop dans l'attente, trop dans le besoin et lui ne comprenait pas pourquoi. Ensemble, nous avons travaillé sur quelque chose de très simple en apparence, mais de très profond en réalité. Nous avons travaillé sur sa capacité à être bien avec lui-même, à apprécier sa propre compagnie, à construire une vie qui avait de la valeur pour lui indépendamment de la présence ou de l'absence d'une relation amoureuse. Et quelque chose d'intéressant s'est produit au fur et à mesure que Thomas devenait plus à l'aise avec lui-même, au fur et à mesure qu'il remplissait sa vie de choses qui lui apportaient de la joie. Ses rendez-vous galants ont commencé à se passer différemment. Il était moins dans l'attente, il était plus présent, il était plus lui-même et les femmes qu'il rencontrait le trouvaient soudainement beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attirant. Ce n'est pas parce qu'il avait changé ce qu'il faisait, c'est parce qu'il avait changé l'état depuis lequel il le faisait. Et c'est ça le vrai secret de la loi de l'attraction. Ce n'est pas de visualiser des choses et d'attendre qu'elles tombent du ciel, c'est de travailler sur ton état intérieur jusqu'à ce que tu deviennes le type de personne qui attire naturellement ce qu'elle désire. Si tu écoutes ce contenu et qu'il résonne avec toi, pense à t'abonner et à le partager. C'est une façon simple de soutenir ce travail et de permettre à d'autres personnes de le découvrir. Parlons maintenant de quelque chose de très concret. Parlons des croyances limitantes. Parce que je pense que c'est là que se joue une grande partie de notre capacité à attirer ce que nous voulons dans notre vie. Une croyance limitante, c'est une conviction profonde, souvent inconsciente, et qui nous empêche d'avancer. C'est une histoire que nous nous racontons sur nous-mêmes et sur le monde. Une histoire qui était peut-être vraie à un moment de notre vie ou qui nous a été transmise par nos parents, par notre culture, par nos expériences passées, mais qui n'est plus vraie aujourd'hui et qui pourtant continue de guider nos comportements. Les croyances limitantes et les plus communes ressemblent à ça. Je ne mérite pas d'être aimé vraiment. Les bonnes choses n'arrivent pas à des gens comme moi. Si je montre qui je suis vraiment, les gens vont me rejeter. Je dois travailler dur et souffrir pour obtenir ce que je veux. L'amour, ça fait toujours mal. Je n'ai pas de chance. Je suis trop ceci ou pas assez cela. Ces croyances-là, elles ne sont pas des vérités. Elles sont des constructions mentales, des habitudes de pensée et comme toute habitude, elles peuvent être changées, pas facilement, pas rapidement, mais vraiment. Et voici ce qui est fascinant. Ces croyances limitantes, elles ne restent pas dans notre tête. Elles se manifestent dans notre corps, dans notre posture, dans notre voix, dans notre façon de regarder les autres.
Dans la façon dont nous nous présentons au monde, quelqu'un qui croit profondément qu'il ne mérite pas d'être aimé va, sans s'en rendre compte, se comporter d'une façon qui va provoquer exactement ça. Il va peut-être s'effacer. Ou au contraire, il va être trop présent, trop exigeant. Il va tester les autres, les pousser à bout pour voir s'ils vont le quitter. Et souvent, ils vont finir par le quitter. Et cette personne va penser, tu vois, je le savais, je ne mérite pas d'être aimé, et la croyance se renforce. C'est ce que les psychologues appellent une prophétie autoréalisatrice. Nous créons, à travers nos comportements inconscients, les conditions qui confirment nos croyances les plus profondes. Alors comment est-ce qu'on sort de ça ? Comment est-ce qu'on change ces croyances qui semblent si profondément ancrées? La première étape, c'est de les identifier. Et ça, c'est plus difficile qu'il n'y paraît, parce que les croyances les plus profondes sont souvent celles que nous ne voyons pas. Elles sont tellement intégrées dans notre façon de voir le monde que nous les prenons pour des vérités objectives. Une façon de les identifier, c'est de regarder les patterns dans ta vie. Qu'est-ce qui se répète? Qu'est-ce qui revient encore et encore? Les mêmes types de relations difficiles, les mêmes obstacles professionnels, les mêmes conflits avec les mêmes types de personnes. Ces patterns, ils sont comme des indices. Ils te montrent ce que tu portes à l'intérieur. Une autre façon, c'est de compléter des phrases comme celle-ci. L'amour, pour moi, c'est le succès pour moi, c'est je mérite pas. Les autres, en général, sont la vie, c'est prends le temps de compléter ces phrases honnêtement, sans censure, sans te rouger, et regarde ce qui sort. Parce que ce qui sort, c'est souvent le reflet de tes croyances les plus profondes. La deuxième étape, c'est de questionner ces croyances, pas de les nier, pas de te dire « je suis bête d'avoir cru ça ». Mais de te demander avec curiosité, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que cette croyance s'applique à toutes les situations, tout le temps? Est-ce que je connais des exceptions? Est-ce que cette croyance me sert ou est-ce qu'elle met limite? Et la troisième étape, c'est de commencer à construire une nouvelle croyance, pas en faisant semblant. Pas en te répétant des affirmations positives que tu ne crois pas vraiment, mais en cherchant des preuves concrètes dans ta vie qui soutiennent cette nouvelle croyance, en te comportant progressivement d'une façon qui est cohérente avec cette nouvelle vision de toi-même, en t'entourant de personnes qui voient en toi ce que tu essayes de voir en toi-même. Ce travail-là, c'est le vrai travail de développement personnel. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas rapide, mais c'est profondément transformateur. Je voudrais maintenant te parler d'un autre concept qui me tient beaucoup à cœur, un concept que j'appelle la fréquence émotionnelle. Et je pense que c'est l'une des clés les plus importantes pour comprendre comment nous attirons ce que nous attirons. La fréquence émotionnelle, c'est l'état émotionnel dominant depuis lequel nous fonctionnons au quotidien. C'est comme une note de musique de fond qui joue en permanence, même quand nous n'en sommes pas conscients. Certaines personnes fonctionnent principalement depuis des états émotionnels élevés, la joie, la gratitude, l'enthousiasme, la curiosité, l'amour, l'espoir. Ces états-là ont une qualité particulière, ils ouvrent, ils élargissent, ils créent de la connexion, de la créativité, de la résilience. D'autres personnes fonctionnent principalement depuis des états émotionnels plus bas, la peur, la honte, la culpabilité. La tristesse chronique, le ressentiment, ces états-là ont aussi une qualité particulière. Ils ferment, ils rétrécissent, ils créent de l'isolement, de la rigidité, de la vulnérabilité. Et voici ce qui est important à comprendre. Ces états émotionnels, ils ne sont pas juste des façons de se sentir. Ils influencent concrètement notre comportement, nos perceptions, nos décisions et donc nos résultats dans la vie. Quelqu'un qui fonctionne depuis un état de peur chronique va percevoir les opportunités comme des menaces, va éviter les risques nécessaires, va se fermer aux rencontres, va interpréter les comportements des autres de façon négative et va donc naturellement attirer moins d'opportunités, moins de connexions, moins de joie. Quelqu'un qui fonctionne depuis un état de gratitude et d'ouverture va percevoir les mêmes situations comme des opportunités, va prendre les risques nécessaires, va s'ouvrir aux rencontres, va interpréter les comportements des autres de façon bienveillante et va donc naturellement attirer plus d'opportunités, plus de connexions, plus de joie. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la psychologie. C'est la façon dont notre cerveau fonctionne. Nos émotions colorent notre perception et notre perception détermine nos comportements et nos comportements créent nos résultats. Alors comment est-ce qu'on élève sa fréquence émotionnelle? Comment est-ce qu'on passe d'un état de peur à un état de confiance, d'un état de manque à un état de gratitude? Je voudrais te partager quelques pratiques concrètes qui, d'après mon expérience clinique et personnelle, peuvent vraiment faire une différence. La première, c'est la pratique de la gratitude.
Je sais, tu as probablement déjà entendu parler de ça, et peut-être que tu as l'impression que c'est trop simple pour être vraiment efficace, mais laisse-moi te dire quelque chose. La gratitude pratiquée régulièrement et sincèrement est l'une des pratiques les plus puissantes que je connaisse pour transformer notre état émotionnel. Et quand je dis gratitude, je ne parle pas de te forcer à être reconnaissant pour des choses que tu ne ressens pas vraiment. Je parle de quelque chose de plus subtil, je parle de l'art de remarquer ce qui est bien, ce qui fonctionne, ce qui est beau, même dans les moments difficiles. Il y a une pratique que je recommande souvent. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes pour identifier 3 choses dans ta journée pour lesquelles tu es sincèrement reconnaissant. Pas des grandes choses forcément. Peut-être que c'est la tasse de café du matin, peut-être que c'est un sourire d'un inconnu dans la rue, peut-être que c'est le fait d'avoir eu un lit chaud la nuit dernière. Ces petites choses, elles existent dans toutes nos journées, même les plus difficiles, et le simple fait de les remarquer, de les reconnaître, de les nommer change quelque chose dans notre cerveau. Il commence à chercher activement ce qui est bien plutôt que ce qui ne va pas. Et ça change tout. La deuxième pratique, c'est ce que j'appelle la présence au corps. Notre corps est un formidable baromètre de notre état émotionnel. Et souvent, nous vivons tellement dans notre tête que nous perdons le contact avec ce que notre corps ressent. Prends quelques instants chaque jour pour simplement t'asseoir, fermer les yeux et scanner ton corps. Pas pour analyser, pas pour bouger, juste pour remarquer. Qu'est-ce que tu ressens dans ta poitrine, dans ton ventre, dans tes épaules, dans ta gorge? Ces sensations corporelles, elles sont des messagers, elles te disent où tu en es émotionnellement. Et simplement le fait de les remarquer sans les fuir, sans les combattre, crée souvent un mouvement, une libération, une légèreté. La troisième pratique, c'est la visualisation. Pas la visualisation de choses matérielles que tu veux attirer, mais la visualisation de ton état intérieur idéal. Comment est-ce que tu veux te sentir? Pas ce que tu veux avoir, comment tu veux être? Quelle version de toi-même veux-tu incarner? Passe quelques minutes chaque jour à te voir dans cet état, à ressentir dans ton corps ce que ça fait d'être cette version de toi-même, confiante, ouverte, présente, en paix. Et laisse cette sensation s'installer en toi. Si ce contenu t'apporte quelque chose, je t'invite vraiment à laisser un like et à t'abonner. C'est la façon la plus simple de me dire que ce travail a du sens et ça m'encourage à continuer. Maintenant, je voudrais aborder quelque chose qui est souvent mal compris dans le contexte de la loi de l'attraction. Et c'est la question de l'action, parce qu'il y a un malentendu très répandu qui dit que la loi de l'attraction, ça consiste à penser à quelque chose et à attendre que ça arrive. Et je pense que c'est une interprétation qui fait beaucoup de mal parce qu'elle encourage la passivité et la déresponsabilisation. La vraie loi de l'attraction, si tant est qu'elle existe, ne remplace pas l'action. Elle la complète, elle la potentialise, elle crée les conditions intérieures qui rendent l'action plus efficace, plus juste, plus alignée. Pense à ça comme une graine et un sol. Tu peux avoir la plus belle graine du monde, si tu la plantes dans un sol pauvre, dans un sol empoisonné par des croyances limitantes, par la peur, par le manque de confiance en soi, elle ne poussera pas. Ou elle poussera de façon chétive, tordue, fragile. Mais si tu travailles le sol, si tu le nourris, si tu le prépares avec soin, alors la graine peut se développer pleinement. Et l'action que tu entreprends depuis cet état intérieur riche et fertile portera des fruits que la même action entreprise depuis un état pauvre ne porterait jamais. J'ai connu une femme que j'appellerais Claire qui avait un projet professionnel depuis des années. Elle voulait créer sa propre entreprise. Elle avait toutes les compétences nécessaires, toutes les idées. Mais quelque chose la bloquait. Elle restait en place, à rêver de ce projet sans jamais le concrétiser. En travaillant avec elle, nous avons découvert une croyance profonde qui disait « si je réussis vraiment, je vais me retrouver seule ». Cette croyance était liée à une expérience d'enfance où ses succès scolaires l'avaient isolée de ses camarades. Et cette croyance-là, inconsciemment, la paralysait. Parce que son cerveau associait le succès à la solitude. Et la solitude était quelque chose qu'elle craignait profondément. Une fois que nous avons mis en lumière cette croyance, une fois que nous avons pu la questionner, la déconstruire, et commencer à construire une nouvelle histoire, quelque chose s'est débloqué. Claire a commencé à agir. Et elle a agi différemment, pas depuis la peur, pas depuis le besoin de prouver quelque chose, mais depuis un lieu de confiance et d'enthousiasme authentique, et son entreprise a décollé. Pas parce qu'elle avait changé ses compétences, pas parce qu'elle avait eu plus de chance, mais parce qu'elle avait changé l'état depuis lequel elle agissait. Et cet état-là, les autres le sentaient. Ses clients potentiels le sentaient, ses partenaires le sentaient et ils voulaient être dans cette énergie-là. C'est ça la vraie loi de l'attraction.
C'est aligner ton état intérieur avec ce que tu veux créer et ensuite agir depuis cet alignement. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose qui me semble fondamental dans tout ce processus. Et c'est la question de l'amour de soi, pas dans le sens narcissique du terme, mais dans le sens profond d'une relation bienveillante avec soi-même. Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, la cohérence intérieure, les croyances limitantes, la fréquence émotionnelle, tout ça repose sur une fondation. Et cette fondation, c'est la façon dont tu te traites toi-même. Si tu es constamment critique envers toi-même, si tu te parles d'une façon que tu n'oserais jamais parler à un ami, si tu te punis pour tes erreurs au lieu de les voir comme des occasions d'apprendre, si tu te compares constamment aux autres et tu te trouves toujours insuffisant, alors toutes les techniques du monde ne changeront pas grand-chose parce que le sol est empoisonné à la source. L'amour de soi, c'est quelque chose que beaucoup de gens trouvent difficile et je comprends pourquoi. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons grandi dans des environnements où l'amour était conditionnel, où nous devions mériter l'affection, où nous devions être parfaits, performants, sages, gentils pour avoir le droit d'être aimés. Et nous avons intériorisé cette logique, nous nous sommes dit « je mérite d'être aimé seulement si… » Et ceci, il est différent pour chacun, seulement si je réussis, seulement si je suis fort, seulement si je suis fort, seulement si je ne montre pas mes faiblesses, seulement si je donne assez aux autres. Et cette logique conditionnelle, elle nous épuise, elle nous maintient dans un état de performance permanente, dans un état de vigilance constante. Dans un état où nous ne pouvons jamais vraiment nous reposer, jamais vraiment nous sentir en sécurité. L'amour de soi inconditionnel, ça ne veut pas dire se trouver parfait. Ça ne veut pas dire ignorer ses défauts ou ses erreurs, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus profond. Ça veut dire, c'est dire je suis digne d'amour et de respect, non pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis humain, parce que j'existe, parce que j'essaye. Parce que je souffre parfois et que cette souffrance mérite d'être accueillie avec douceur, pas avec dureté. Et quand tu commences à te traiter avec cette douceur-là, quelque chose change, pas seulement en toi, autour de toi. Parce que la façon dont tu te traites toi-même, elle enseigne aux autres comment te traiter. Elle établit un standard, elle crée une énergie. Les gens qui s'aiment vraiment d'une façon saine et équilibrée n'acceptent pas les miettes, ils n'acceptent pas les relations qui les diminuent, ils ne se mettent pas dans des situations qui les dégradent, pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils ont une conscience claire de leurs valeurs. Et cette conscience, elle attire naturellement des personnes et des situations qui sont à la hauteur de cette valeur. Je voudrais maintenant explorer avec toi une dimension qui me semble très importante et qui est souvent oubliée dans les discussions sur la loi de l'attraction. C'est la dimension du temps. Nous vivons dans une société d'immédiateté. Nous voulons tout de suite. Nous voulons des résultats instantanés. Et quand les résultats ne viennent pas immédiatement, nous concluons que ça ne marche pas. Que nous ne sommes pas capables, que ce n'est pas pour nous. Mais la vraie transformation, la transformation profonde et durable, elle prend du temps. Elle se fait en couches, elle se fait en spirale. Parfois, tu as l'impression de reculer alors que tu avances. Parfois, tu dois y traverser une période difficile avant d'arriver à quelque chose de meilleur. J'aime beaucoup l'image du bambou. Le bambou, après avoir été planté, passait ses premières années à développer son système racinaire sous la terre. En surface, on ne voit presque rien. Rien ne pousse. Et quelqu'un qui ne connaît pas le bambou pourrait penser « ça ne marche pas, la graine est morte, rien ne se passe ». Mais sous la surface, quelque chose de formidable se prépare. Un système racinaire profond, solide, qui va pouvoir soutenir une croissance extraordinaire. Et quand le bambou commence enfin à pousser en surface, il peut grandir de plusieurs mètres en quelques semaines. Ton développement personnel, c'est comme le bambou. Il y a des périodes où tu travailles en profondeur, où tu construis des fondations, où tu déconstruis des croyances anciennes, où tu développes de nouvelles façons de te voir toi-même. Et en surface, ça ne se voit pas encore, mais ça se prépare. Et quand ça sort, quand ça se manifeste dans ta vie extérieure, ça peut aller très vite. La patience est donc une vertu fondamentale dans ce processus. Non pas la patience passive qui attend sans agir, mais la patience active qui continue à travailler, à se développer, à s'améliorer, même quand les résultats extérieurs ne sont pas encore visibles. Et il y a quelque chose d'autre que je veux te dire sur le temps, quelque chose d'important. Le moment présent est toujours le bon moment pour commencer, pas demain, pas quand tu auras réglé ce problème. Pas quand tu te sentiras prêt, maintenant, parce que la transformation ne commence jamais dans les conditions parfaites, elle commence dans les conditions actuelles, avec ce que tu as, avec qui tu es aujourd'hui. Imparfait, incertain, peut-être un peu perdu, mais présent et décidé. Si ce que je partage avec toi résonne, si tu sens que ça peut t'aider dans ta vie, je t'encourage vraiment à t'abonner et à partager ce contenu avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin.
Ensemble, on peut créer une communauté de personnes qui s'engagent vraiment dans leur croissance personnelle. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose qui me semble être le cœur de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Et c'est la question de la connexion aux autres, la connexion à soi-même. La connexion à quelque chose de plus grand que soi, parce qu'au fond, c'est ça que cherchent toutes les personnes qui s'intéressent à la loi de l'attraction. Ce n'est pas les choses matérielles. Ce n'est pas la voiture de luxe ou la maison de rêve. Ce que nous cherchons vraiment, c'est la connexion, c'est le sentiment d'appartenir, c'est le sentiment d'être vu, reconnu, aimé. C'est le sentiment que notre vie a un sens. Et ces choses-là, elles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de l'intérieur, ou plutôt, elles viennent de l'alignement entre l'intérieur et l'extérieur. Quand tu es vraiment connecté à toi-même, quand tu vis en accord avec tes valeurs profondes, quand tu te traites avec respect et bienveillance, quand tu es présent dans ta vie plutôt que constamment dans ta tête alors quelque chose de remarquable se produit, tu deviens magnétique, pas dans le sens superficiel du terme, mais dans le sens où tu rayonnes quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai, quelque chose qui attire les gens et les situations qui sont en résonance avec cette authenticité. Et c'est là que la loi de l'attraction prend tout son sens, non pas comme un mécanisme mystique qui exauce les vœux, mais comme une description de ce qui se passe quand un être humain est vraiment aligné avec lui-même. Quand il n'y a plus de contradiction entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il fait, quand il agit depuis un lieu de confiance, d'ouverture et d'amour plutôt que depuis la peur, le manque et le besoin. Dans cet état-là, les coïncidences se multiplient, les rencontres sont plus riches, les opportunités semblent se présenter d'elles-mêmes. Et si quelqu'un pense à toi dans cet état-là, il y a de fortes chances qu'il prenne son téléphone et t'appelle, pas à cause d'un mystère cosmique, mais parce que tu existes d'une façon qui crée de la résonance dans le monde. Je voudrais maintenant te parler de quelque chose de très pratique. De quelques exercices concrets que tu peux commencer à pratiquer dès aujourd'hui pour commencer à développer cet alignement intérieur dont nous avons parlé. Le premier exercice, je l'appelle l'inventaire des valeurs. Prends une feuille de papier et écris les 10 valeurs qui sont les plus importantes pour toi. Les valeurs qui, quand tu les vis, te font te sentir vivant, authentique, en paix, peut-être la liberté, l'amour. La créativité, l'honnêteté, la famille, l'aventure, la spiritualité, la beauté, la justice, le service aux autres. Écris ces 10 valeurs, puis regarde ta vie actuelle. Dans quel domaine est-ce que tu vises ces valeurs ? Et dans quel domaine est-ce que tu les sacrifies? Parce que souvent nos souffrances les plus profondes viennent de là, elles viennent du fait que nous vivons en contradiction avec nos valeurs les plus profondes. Et quand nous commençons à aligner notre vie avec nos valeurs, quelque chose se libère, une énergie, une direction, un sens. Le deuxième exercice, je l'appelle la lettre à soi-même. Écris une lettre à la version de toi-même qui existe dans un an, la version de toi qui a fait le travail, qui a commencé à changer ses croyances limitantes, qui se traite avec plus de bienveillance, qui agit depuis un lieu de confiance plutôt que de peur. Décris comment tu t'essences, comment tu vis, comment tu te relates aux autres. Qu'est-ce qui a changé? Cette lettre, elle fait quelque chose de très important. Elle rend concret et tangible un futur qui jusqu'ici n'existait que comme une vague aspiration. Et quand quelque chose devient concret dans notre esprit, il devient beaucoup plus accessible dans notre réalité. Le troisième exercice, c'est ce que j'appelle le miroir de compassion. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 1 minute devant ton miroir, regarde-toi dans les yeux. Et dis-toi à voix haute si possible et quelque chose de bienveillant. Quelque chose que tu dirais à un ami cher qui traverse une période difficile. Je sais que ça peut sembler bizarre. Je sais que beaucoup d'entre vous vont se sentir ridicules en faisant ça. Et c'est normal parce que pour beaucoup d'entre nous, parler à soi-même avec bienveillance, c'est quelque chose d'inhabituel, voire d'inconfortable. Mais persévère parce que cette pratique répétée régulièrement commence à changer quelque chose dans la façon dont tu te relates à toi-même. Elle commence à créer un espace de douceur intérieure. Et cet espace de douceur, il rayonne vers l'extérieur. Le quatrième exercice, c'est la pratique de l'intention. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends quelques instants pour définir une intention. Pas un objectif, une intention. La différence est importante et un objectif, c'est quelque chose que tu veux obtenir. Une intention, c'est une façon d'être que tu veux incarner. Par exemple, ton intention pourrait être « aujourd'hui, je vais être pleinement présent dans mes conversations » ou « aujourd'hui, je vais remarquer ce qui est beau autour de moi » ou « aujourd'hui, je vais me traiter avec la même gentillesse que je traite mes amis ». Ces intentions, elles ne changent pas le monde du jour au lendemain, mais elles orientent ton attention. Et où va ton attention, ton énergie suit, et où va ton énergie, ta réalité s'est construite. Je voudrais maintenant aborder quelque chose que je trouve important de mentionner.
Quelque chose qui est souvent omis dans les discours sur la loi de l'attraction et que je considère comme essentiel pour une compréhension honnête et équilibrée de ce sujet. La loi de l'attraction ne peut pas tout. Elle ne peut pas guérir une maladie grave à elle seule, elle ne peut pas effacer une injustice sociale, elle ne peut pas compenser des inégalités structurelles. Et elle ne devrait jamais être utilisée pour culpabiliser quelqu'un qui souffre en lui disant « si tu attires des choses difficiles, c'est parce que tes pensées sont négatives ». Cette façon de penser est non seulement fausse, elle est cruelle, et elle méconnaît profondément la réalité de la souffrance humaine. Les gens qui traversent des épreuves difficiles ne les ont pas attirées parce qu'ils pensaient mal. Les gens qui souffrent ne méritent pas leur souffrance. La vie est complexe, elle est imprévisible. Et elle n'est pas toujours juste. Ce que la loi de l'attraction peut faire dans sa version psychologique et honnête, c'est t'aider à naviguer dans cette complexité avec plus de ressources intérieures, plus de résilience. Plus de présence, plus d'ouverture, ça peut t'aider à trouver des opportunités là où tu n'en voyais pas, à créer des connexions là où tu étais isolé, à agir depuis un lieu de force plutôt que depuis un lieu de peur. Mais ça ne remplace pas le travail concret, ça ne remplace pas l'aide professionnelle quand c'est nécessaire, ça ne remplace pas la solidarité, la compassion, le soutien des autres. La vraie sagesse, c'est de savoir utiliser tous les outils disponibles, le travail intérieur et le travail extérieur, la pensée positive et l'action concrète. La confiance en soi et l'humilité face à ce qu'on ne contrôle pas. Je voudrais maintenant revenir à l'image du téléphone qui sonne, à cette expérience qui nous a servi de point de départ aujourd'hui. Et je voudrais te proposer une réflexion finale sur ce qu'elle révèle vraiment de toi. Quand tu penses à quelqu'un avec une intention sincère, quand tu l'envoies de la bienveillance, quand tu te souviens de lui avec chaleur et sans attente et que quelques minutes plus tard il t'appelle, ce moment-là, quelque chose de beau. Il te dit que tu es capable des connexions, il te dit que tu as en toi la capacité de créer des liens qui transcendent la distance physique. Il te dit que tu es une être de relation, un être de présence, une être qui a quelque chose de précieux à offrir au monde. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être célébré. Pas comme un pouvoir mystique, mais comme une qualité humaine profonde, la qualité de la présence, la qualité de l'attention, la qualité de la connexion authentique. Nous avons tous cette qualité en nous, même ceux qui pensent ne pas l'avoir, même ceux qui se sentent seuls, déconnectés, incompris. La capacité de connexion est fondamentalement humaine, elle est en nous depuis notre naissance. Parfois elle est enfouie sous des couches de blessures, de peurs, de mécanismes de défense, mais elle est là, toujours là, attendant d'être réveillée. Et le travail que nous faisons sur nous-mêmes, le travail de connaissance de soi, de guérison des blessures passées, de développement de la confiance en soi, ce travail-là, il ne sert pas seulement à attirer des choses dans notre vie. Il sert à nous rendre plus pleinement humains, plus pleinement présents, plus pleinement capables d'amour, de joie, de connexion. Et c'est ça pour moi la vraie promesse du développement personnel. Pas la promesse d'une vie parfaite sans souffrance, mais la promesse d'une vie plus riche, plus profonde, plus authentique. Une vie où tu es vraiment là, vraiment toi, vraiment connecté. Si ce contenu t'a accompagné jusqu'ici, si tu as senti des choses bouger en toi pendant que tu écoutais, je t'invite à prendre un moment maintenant pour noter une pensée, une idée, quelque chose qui t'a touché. L'écriture est un outil puissant pour ancrer les insights et les transformer en changement réel. Et je t'invite aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un commentaire pour me dire ce qui t'a le plus parlé aujourd'hui. Ces retours sont précieux pour moi et ils m'aident à créer du contenu qui répond vraiment à vos besoins. Approchons maintenant de la fin de cette conversation. Et je voudrais récapituler avec toi les grandes idées que nous avons explorées ensemble. Nous avons commencé par cette image simple et universelle du téléphone qui sonne au moment où tu penses à quelqu'un. Et nous avons vu que ce phénomène, qu'il soit dû à la coïncidence, à la synchronicité ou à nos comportements inconscients, nous révèle quelque chose de profond. Il nous révèle notre capacité de connexion. Notre façon d'être en relation avec le monde. Nous avons parlé de la cohérence intérieure, de cet alignement entre ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Et nous avons vu que c'est cet alignement qui crée le vrai magnétisme, pas un magnétisme mystique, mais un magnétisme humain, le magnétisme de l'authenticité. Nous avons exploré les croyances limitantes. Ces histoires que nous nous racontons sur nous-mêmes depuis l'enfance et qui continuent de guider nos comportements à notre insu. Et nous avons vu qu'elles peuvent être identifiées, questionnées et progressivement remplacées par de nouvelles croyances qui nous servent mieux. Nous avons parlé de la fréquence émotionnelle.
de cet état émotionnel dominant depuis lequel nous fonctionnons au quotidien, et nous avons vu que cet état influence profondément notre perception, nos comportements et donc nos résultats dans la vie. Nous avons exploré le paradoxe du désir, cette vérité contre-intuitive qui dit que plus nous désirons quelque chose avec désespoir, plus nous l'éloignons. Et que c'est en développant une relation de confiance et de légèreté avec nos désirs que nous créons les conditions pour qu'ils se réalisent. Nous avons parlé de l'amour de soi, de cette fondation essentielle sans laquelle tout le reste s'effondre. Et nous avons vu que l'amour de soi inconditionnel n'est pas de la vanité, c'est une nécessité pour une vie épanouie et pour des relations saines. Nous avons abordé la dimension du temps, la patience active, la persévérance dans le travail intérieur, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Et nous avons utilisé l'image du bambou pour rappeler que les fondations les plus solides se construisent dans l'invisible. Et nous avons conclu en revenant à l'essentiel, à la connexion, à notre capacité fondamentalement humaine de créer des liens authentiques avec les autres et avec nous-mêmes, et à la façon dont le développement personnel, dans sa version la plus honnête et la plus profonde, nous aide à devenir plus pleinement nous-mêmes. Je voudrais terminer avec quelque chose que j'ai envie de te dire directement, quelque chose de simple et de sincère. Tu es capable de changer, pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de devenir plus pleinement toi-même, de te libérer de ce qui t'alourdit, de t'ouvrir à ce qui t'attend, de créer une vie qui ressemble vraiment à ce que tu es, à ce que tu values, à ce que tu aimes. Ce chemin-là, il n'est pas facile, il n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras perdu, des jours où tu auras l'impression de reculer, des jours où les vieilles peurs et les vieilles croyances reviendront en force. Et ces jours-là, rappelle-toi de ce que nous avons exploré ensemble. Rappelle-toi que ces moments de doute font partie du chemin, qu'ils ne signifiaient pas que tu es échoué, qu'ils signifient simplement que tu es humain. Et que l'humanité, avec toutes ses imperfections, toutes ses contradictions, toutes ses vulnérabilités, est quelque chose de profondément beau. Rappelle-toi aussi que tu n'es pas seul dans ce chemin. Nous sommes des millions d'êtres humains à chercher la même chose, à vouloir vivre plus pleinement, à vouloir aimer et être aimé, à vouloir contribuer quelque chose de significatif au monde. Et cette aspiration commune, elle nous relie, elle crée une communauté invisible mais réelle. Alors continue à te questionner, continue à te développer, continue à te traiter avec bienveillance. Continue à agir depuis un lieu de confiance plutôt que de peur. Continue à remarquer la beauté dans les petites choses. Continue à te connecter aux autres avec authenticité. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un pensera à toi avec chaleur et bienveillance. Et toi, tu ressentiras quelque chose, un élan, une impulsion. Et tu prendras ton téléphone et tu payeras. Pas parce que tu crois à la magie, mais parce que tu es quelqu'un qui répond aux connexions authentiques, quelqu'un qui est là. Et c'est peut-être ça, le vrai secret de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Être là, vraiment là, pour soi-même et pour les autres. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ta présence, ton attention, ta confiance, ce temps que tu as pris pour toi-même, pour explorer ces questions importantes. C'est déjà un acte de courage et d'amour envers toi-même. Si ce contenu t'a été utile, si tu en ressors avec quelque chose de nouveau, une pensée, une émotion, une intention, je t'invite sincèrement à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être quelqu'un qui traverse une période difficile, peut-être quelqu'un qui cherche des réponses, peut-être quelqu'un à qui tu penses en ce moment même. Et qui sait, peut-être que juste après avoir partagé ce contenu, cette personne t'appellera, pas parce que l'univers a entendu ton intention, mais parce que tu auras créé, par un geste simple et bienveillant, les conditions d'une connexion authentique. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.